Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e du Collège de Bernica. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire d'histoire, nous allons plutôt faire de la géographie. Nous laissons donc de côté les enjeux et les conflits dans le monde depuis 1989, même si le dernier aspect dont on a parlé, l'enjeu environnemental, gagnerait à prendre davantage de place à mon avis dans les programmes. Je vous ai proposé de faire une carte de ces conflits, page 141, elle est assez complexe. Essayez de vous limiter aux conflits qu'on avait vus dans le cours. Et puis, vous n'êtes pas obligé non plus de noter tous les points avec les différents attentats terroristes. Donc on laisse pour un moment le programme d'histoire et on reprend le programme de géographie. Pour les 3e Aubrac, 3e Veil et les 3e Mandela, ce nouveau chapitre de géographie correspond au chapitre 4. Bon, ce n'est pas le cas pour les autres classes de 3e. Je vous laisse donc corriger en fonction de votre état d'avancement. On aborde une nouvelle partie du cours de géographie. Donc pour les classes que je viens de citer, nous allons appeler cette partie la 2e partie, qui s'intitule La France et l'Union européenne. Nous avons traité il n'y a pas très longtemps l'histoire de l'Union européenne, donc les choses sont encore assez fraîches et on va profiter de ces éléments que nous avions vus précédemment. J'espère que vous avez pu avoir la fiche de travail, ce n'a pas été le cas la dernière fois pour les 3e Aubrac. Il y a eu un petit oubli que j'ai rectifié sur le cahier de texte. Il faudrait prendre votre livre, page 312, et votre fiche de travail. Ce chapitre s'intitule « L'Union européenne et la France dans le monde ». 2 chapitres en un seul, puisque vous aviez normalement un premier chapitre sur l'Union européenne, et puis un deuxième sur la place de la France et de l'Europe dans le monde. On traite tout ça ensemble, puisqu'il faut faire aussi la place de l'Europe et de la France dans le monde, donc on fait tout en même temps. Je vous lis l'introduction. Comment s'organise le territoire de l'UE ? Comment l'UE gère-t-elle les contrastes existants, les contrastes c'est-à-dire les différences? Quelles sont les réalités et les limites de la puissance européenne? Et comment la France exerce-t-elle une influence mondiale? En ce qui concerne l'étude de l'Union européenne, il faut bien avoir en tête qu'on n'étudie pas l'Europe géographique, mais on étudie bien ici l'organisation territoriale Union européenne. Nous allons d'abord décrire ce territoire, on l'a déjà un petit peu fait, on verra ensuite les contrastes, et on verra comment l'Union européenne travaille à réduire ces contrastes, ces différences. Première partie du cours, l'UE, un territoire de coopération. Il faut donc se référer ici au chapitre 7 d'Histoire, et on peut se poser la question, quels liens unissent les pays de l'Union européenne? Vous les connaissez déjà, on va juste rappeler 2 éléments importants. Donc grand A, une association réduite à 27 États depuis le départ du Royaume-Uni. Ce qu'il faut connaître en géographie par contre, c'est la carte de l'Union européenne que je vous ai proposé de faire. On peut arriver à inscrire les 27 États sur la carte, d'ailleurs utiliser à ce sujet le système de numéros pour les petits États. C'est un petit peu long, fastidieux à retenir. Retenez peut-être l'Europe des 12 ou l'Europe des 15. Grand B, document 1, page 312, des politiques communes. Alors, vous le savez, il y a des éléments de coopération qui ont déjà été mis en place et qu'on peut voir apparaître sur cette carte. Un premier élément qu'on peut retenir, c'est l'idée de marché commun, qui n'est pas nouvelle, puisque dès le traité de Rome, c'était un des objectifs de cette communauté européenne. Mais surtout, on peut retenir la mise en place d'une monnaie unique, l'euro. Tous les pays de l'Union européenne n'utilisent pas l'euro, ils sont 17 sur les 27. Certains pays ont refusé, comme la Suède ou le Danemark, considérant que ce n'était pas avantageux pour leur économie. Il en est de même pour le Royaume-Uni. D'autres pays, par contre, comme la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie,
ont des économies qui sont en retard et qui attendent d'être à un niveau de convergence adéquat pour entrer dans la zone euro. On peut donc noter sur la fiche, elle est un vaste marché commun, facilité par la monnaie unique l'euro. 17 États membres forment la zone euro. La coopération entre ces États de l'Union européenne s'exerce aussi en matière de circulation des biens, des personnes et des capitaux. On avait vu qu'il y avait un traité qui avait été signé, c'est le traité de Schengen, qui définit un espace, vous l'avez sur la carte, qui s'appelle l'espace Schengen, dans lequel il y a une libre circulation des personnes. On peut donc le noter sur votre fiche. Elle est aussi un espace de libre circulation des personnes. Entre parenthèses, l'espace Schengen. Vous avez l'orthographe sur le document 1, page 312. L'espace Schengen. 22 États membres font partie de cet espace et il y a 3 États associés qui ne font pas partie de l'UE. L'Islande, la Norvège ou la Suisse, qui sont d'accord pour accepter une libre circulation des personnes entre leur pays et le reste de l'Union européenne. Par contre, on avait vu que le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie ou la Bulgarie étaient hors espace Schengen. Deuxième partie du cours, les contrastes de l'Union européenne. Grand A, des contrastes à différentes échelles. Donc, le terme de contraste désigne des différences. On peut aller voir les documents 2 et 3, page 314, pour démarrer cette étude. On va voir que l'Europe n'est pas uniforme, il y a des différences dans différents domaines. Si on compare les documents 2 et 3, on s'aperçoit qu'on n'a pas le même mode d'exploitation agricole. Dans l'image numéro 2, c'est un ramassage de foin à Viscri, en Roumanie, en 2014, et vous voyez que ce ramassage se fait de façon manuelle, de façon traditionnelle, avec une charrette, un cheval, et puis pas mal de main-d'œuvre. Il y a 4 voire 5 personnes. Au contraire, le document 3 nous montre une récolte de blé mécanisée à Lérida, en Espagne, la même année. Et donc là, on a affaire à un mode d'exploitation agricole moderne, modernisé. Pourtant, ces 2 pays sont dans l'Union européenne, et vous vous en doutez, le niveau de développement ne sera pas le même. On peut continuer cette approche avec le document 4, page 315, qui est un texte tiré d'un site internet intitulé laviepublique.fr, un texte qui date de mars 2016. On va le lire, document 4, page 315. Réduire les inégalités entre les territoires. La politique régionale de l'Union européenne, UE, désignée par le traité de Lisbonne, donc un traité signé en 2009, pour permettre à l'Europe à ce moment-là de fonctionner de manière plus efficace et démocratique, nous dit la note, désignée par le traité de Lisbonne comme politique de cohésion, donc cohérence, économique, sociale et territoriale, vise à réduire les écarts de richesse entre les régions des pays membres de l'UE qui se sont accentués avec les élargissements, c'est-à-dire lorsque de nouveaux pays sont rentrés dans l'Union européenne. Je pense dans un premier temps aux pays d'Europe du Sud et puis après aux pays d'Europe de l'Est. Des écarts de richesse existaient avec les premiers membres de l'Union européenne qui avaient un niveau de développement supérieur. Je continue la lecture. Pour 2014-2020, la majeure partie des dépenses bénéficie aux régions les plus pauvres. Ainsi, plus de la moitié, entre parenthèses 182 milliards d'euros, du budget de la politique de cohésion européenne est destiné à 27% de la population. Celle des régions dont le PIB, c'est-à-dire la production de richesse par habitant, est inférieure à 75% de la moyenne de l'Union européenne. Donc ça, c'est un calcul qu'ils ont fait. Je continue. Par ailleurs, la concentration sur certains domaines, recherche et innovation, technologie de l'information et de la communication, compétitivité des petites et moyennes entreprises, transition énergétique,
renforce l'efficacité de cette politique. Ce texte nous rappelle qu'il y a effectivement des contrastes, des différences. Le texte, c'est intéressant, ne parle pas de différence entre pays, mais entre régions de l'Union européenne, régions à l'intérieur des pays. Et le deuxième élément, c'est que l'Union européenne met en place une politique de cohésion, c'est-à-dire une politique qui cherche à équilibrer les différents niveaux de richesse. Et donc les aides vont aller en priorité aux régions les plus pauvres. Où sont ces régions ? Eh bien, on peut prendre tout de suite le document 5 qui est à côté, page 315. C'est une carte. Vous voyez qu'il y a en légende 3 couleurs, vert foncé, vert moyen, vert clair. En vert foncé, on a des régions les moins développées. En vert clair, les régions les plus développées. On peut voir où se trouvent les régions les moins développées. Ça confirme bien qu'on est dans l'Europe de l'Est, les PECO, c'est comme ça qu'on les avait appelés, pays d'Europe centrale et orientale, les anciennes républiques populaires qui étaient rattachées à l'URSS, et puis c'est vrai des régions au sud de l'Espagne, au sud de l'Italie par exemple. Vous remarquez que les régions d'outre-mer, dans le petit encadré, font également partie de ces régions les moins développées et fortement aidées. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans cette mesure d'aide, c'est qu'à l'intérieur d'un pays, l'Union européenne va aider les régions qui en ont le plus besoin. Prenez par exemple l'Espagne ou l'Italie, vous voyez que le sud de ces deux pays est davantage aidé que le nord de l'Espagne et le nord de l'Italie, étant, c'est vrai, des régions industrielles et plus riches que le sud. On peut maintenant prendre la trace écrite. Deuxième partie, les contrastes de l'UE. Grand A, des contrastes à différentes échelles. Là, on a parlé de l'échelle régionale. On peut noter, il existe d'importantes inégalités entre les pays de l'UE. Les pays d'Europe de l'Ouest ont un niveau de développement supérieur aux pays d'Europe du Sud et de l'Est. Les pays d'Europe de l'Ouest ont un niveau de développement supérieur aux pays d'Europe du Sud et de l'Est. On abordera la notion d'inégalité régionale un petit peu plus loin dans le cours. On peut continuer ce travail sur les contrastes de l'Union européenne en prenant le document 1, page 314. C'est une carte des densités de population de l'Union européenne. On retrouve la couleur rouge pour les densités supérieures à 300 habitants au kilomètre carré, tandis que plus la couleur devient claire et plus la densité est faible. Vous remarquez donc qu'on a des régions urbaines qui offrent une densité plus importante. On voit les grandes villes, Paris, Londres, Milan, Rome, Naples. Et puis on a la région des Pays-Bas, Belgique, la région de Francfort également en Allemagne. On peut compléter cette approche en prenant cette fois-ci le document 2, page 321. Document 2, page 321. C'est une carte de l'organisation de l'espace européen. Il s'agit de la deuxième carte que je vous ai proposé de faire. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette carte ? On a dans la partie gauche de la légende des espaces inégalement intégrés dans l'Union européenne. Et là, qu'est-ce qu'on trouve en couleur plutôt rouge ? Vous avez la mégalopole européenne, cœur de l'Union européenne. C'est quelque chose que vous avez vu déjà l'année dernière, en 4e, lorsque vous avez étudié les grandes mégalopoles, c'est-à-dire ces chapelets de villes qui forment un ensemble urbain. On avait vu la mégalopole japonaise, la mégalopole états-unienne, avec la région de Boston, New York, Philadelphie. Et il existe aussi une concentration urbaine d'hommes, de villes et d'activités en Europe qu'on appelle la mégalopole européenne, qui part globalement de Londres à Milan, en intégrant sur sa périphérie Paris. On a toute cette zone d'Europe de l'Ouest qui concentre hommes et activités. Vous remarquez que lorsque les couleurs deviennent claires sur cette carte,
eh bien, on s'éloigne de la mégalopole. On retrouve le schéma, souvenez-vous, centre-périphérie, qu'on avait étudié lorsqu'on avait travaillé sur les aires urbaines. Donc, on aurait un centre ici qui est la mégalopole européenne, et plus on s'en éloigne, plus on tombe sur des périphéries éloignées de ce centre, et donc on est loin aussi des activités principales. On remarque un lien avec ce qu'on avait vu à l'instant sur les régions les moins développées de l'Europe, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale, d'Europe de l'Est. On remarque que ces pays d'Europe de l'Est se trouvent dans la périphérie la plus éloignée et la moins sous influence de la mégalopole. On peut donc noter, comme trace écrite sur votre fiche, document 1, page 314, document 2, page 321, carte de l'organisation de l'espace européen, au centre, virgule, la mégalopole européenne. La mégalopole européenne concentre population et richesse. On peut prendre la définition page 322 de votre livre. Page 322. Mégalopole européenne, je vous la lis. Espace fortement urbanisé qui, du sud-est de l'Angleterre au nord de l'Italie, en passant par la vallée du Rhin en Allemagne, concentre une forte densité de population et de richesse. Cet espace joue un rôle majeur dans l'organisation de l'espace européen. Un mot maintenant sur les espaces éloignés de cette mégalopole. On peut noter autour, on avait mis au centre, on peut noter maintenant autour, donc autour du centre, autour des périphéries. Des périphéries dont le dynamisme s'atténue en fonction de leur éloignement par rapport au centre. Voilà pour cette Europe contrastée, et notons au passage que, en termes de périphérie, l'outre-mer, les régions d'outre-mer françaises, sont qualifiées de régions ultra-périphériques. Ultra-périphériques en termes d'éloignement géographique, mais aussi à la périphérie des activités et de la richesse. Grand B, réduire les inégalités territoriales. Et c'est là qu'on va revenir sur les inégalités régionales qu'on a évoquées tout à l'heure. On peut prendre page 327, le texte 1, document 1, page 327. Donc c'est un texte extrait du 6e rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale de la Commission européenne qui date de 2014. On le lit. Les inégalités en Europe. Jusqu'à ce que la crise survienne en 2008, les écarts entre économies régionales tendaient à se combler au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire que ça allait mieux. En 2000, le PIB moyen, c'est-à-dire la richesse moyenne produite par habitant, des 20% des régions les plus développées, était 3,5 fois supérieur environ à celui des 20% des régions les moins développées. En 2008, il n'était plus que de 2,8 fois supérieur, donc il y avait moins de différence, une évolution provenant principalement de ce que les régions ayant les PIB par habitant les moins élevés effectuent un rattrapage par rapport aux régions les plus prospères. La crise, donc de 2008, semble toutefois avoir donné un coup d'arrêt à une évolution dans ce sens, puisque les disparités régionales se sont accrues entre 2008 et 2011. Elle affecte à la fois les économies avancées et celles qui le sont moins. Les disparités entre régions d'un même pays se sont elles aussi fortement accentuées entre 2000 et 2011. Le phénomène a été marqué en Bulgarie et en Roumanie, en raison principalement d'un taux élevé de croissance dans la région capitale par rapport à la campagne. Le PIB par habitant des autres régions de ces deux pays a poursuivi sa convergence vers la moyenne de l'Union européenne, mais à un rythme beaucoup plus lent. Les disparités régionales se sont également accentuées en Grèce et au Royaume-Uni. Un texte un petit peu complexe qui nous rappelle le rôle de la crise économique de 2008, une crise qui est née aux États-Unis, là encore, et qui est arrivée en Europe à cette époque-là et qui a ralenti l'activité économique.
Ce texte nous rappelle que si dans un premier temps les différences régionales avaient tendance à s'atténuer, eh bien cette crise a augmenté ces différences régionales. On peut noter, et on se rappelle la carte 5 qu'on avait vue page 315, quand je vous parlais du sud de l'Espagne, du nord de l'Espagne. On peut noter sur votre fiche, il existe aussi des inégalités. Il existe aussi des inégalités entre les régions à l'intérieur des États. Des inégalités entre les régions à l'intérieur des États. L'Union européenne aide les régions les plus pauvres et pour cela il y a différents dispositifs administratifs qui sont mis en place. Vous avez par exemple page 317, on peut regarder le vocabulaire. On nous parle de coopération transfrontalière européenne, CTE. Et on peut lire ce vocabulaire qui nous dit « Ensemble des politiques de l'UE ayant pour objectif le développement des liens entre les territoires et les populations séparées par une frontière d'État ». Et puis, on a une deuxième définition qui est intéressante. Page 318, c'est le programme Interreg. Page 318. Mesures destinées à lutter contre les inégalités entre les régions de l'UE. On peut donc noter sur votre fiche, document 5, page 315, différents programmes de l'UE comme le CTE ou Interreg, vocabulaire page 318, financent des projets pour réduire les inégalités territoriales. Pour réduire les inégalités territoriales, par exemple transfrontalières, pour le CTE. Par exemple, transfrontalière. Il faut noter la politique de solidarité et de coopération qu'il existe, et donc on peut noter également sur la fiche les États les plus riches, aident les États et les régions les plus pauvres. Aident les États et les régions les plus pauvres. Cette politique d'aide porte un nom. En Europe, on parle de cohésion sociale et territoriale. Cette politique de cohésion sociale et territoriale, on va lire le vocabulaire page 318. Donc cohésion sociale et territoriale, principe qui vise à réduire les écarts de richesse et de développement entre les territoires et les habitants des États membres de l'Union européenne. Ce n'est pas seulement une politique d'aide aux entreprises, ça peut être aussi une politique d'aide sociale. Donc reprenons cette trace écrite. Cette politique de cohésion sociale et territoriale s'exerce dans différents domaines. Le désenclavement des périphéries, c'est-à-dire les sortir de leur isolement, le transport, on le voit par exemple avec l'aide qui est apportée ici à La Réunion sur la nouvelle route du littoral, l'aide aux régions industrielles en déclin, souvenez-vous ces régions du nord-est de la France par exemple qui ont pu recevoir des aides à la conversion ou à la reconversion, ou aux régions rurales en déprise, et là je pense par exemple aux régions du sud de l'Espagne ou de l'Italie, ces régions rurales qui ont des difficultés, et également une aide à la rénovation urbaine. Voilà pour ce premier volet concernant l'étude de la géographie de l'Union européenne. Nous continuerons la prochaine fois sur les réalités et les limites de la puissance de l'Union européenne. Je vous laisse un petit peu de temps par rapport au cours parce que vous avez quand même des cartes à compléter. Donc complétez la carte des 27 États de l'Union européenne et travaillez également sur la carte de l'organisation de l'espace européen. Je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine.